vous remercions de votre présence nombreuse ce soir et nous remercions aussi tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette conférence. Les donateurs, je sais qu'il y a des donateurs dans la salle, la Maison du Handicap qui nous accueille ce soir, Madame Françoise Fité, qui est présidente de la Commission du Handicap et vice-présidente du Conseil départemental, et tous les parents. Et bien évidemment, un grand merci au docteur Michel Mazot de nous offrir ce moment qui, je l'espère, nous permettra à tous, parents, professionnels de santé, éducateurs, enseignants, AVS, etc., de mieux appréhender et comprendre les enjeux des prises en charge et diagnostics précoces, spécifiques et adaptés pour nos enfants atteints de troubles cognitifs sévères, qui sont de véritables handicaps en classe notamment. De ces prises en charge spécifiques et indispensables dépend leur avenir scolaire et social. Un enfant à qui l'on apprend l'autonomie maintenant ne pèsera pas sur la société plus tard. Je vous souhaite une bonne conférence et je laisse la parole à Béatrice si elle y arrive. D'habitude, elle parle. La PEDI 66, c'est une association départementale d'adultes et de parents d'enfants dyslexiques, dyspraxiques, dysgraphiques, dysorthographiques, dysphasiques, lequel j'ai oublié, dyscalculiques, dyslexiques, dysattentionnels, tous les 10 donc, et où nous accueillons aussi les enfants TDAH, voilà, des familles qui viennent aussi avec nous. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, on est des bénévoles, surtout, voilà, donc il faut être très indulgent avec nous parce qu'on fait ça sur notre temps libre, et ça prend beaucoup de temps, c'est très intéressant, mais c'est très chronophage. On est donc des parents, des enseignants, des médicaux qui nous suivent et qui nous aident pour toutes ces familles, et des adultes 10. Alors, les acteurs principaux, eh bien, je suis désolée, je me suis mis au début. Voilà, donc moi-même, Béatrice Surana, présidente de la PEDIS. Je suis enseignante, spécialisée dans les troubles 10, et je suis maman, surtout. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Anne-Marie, vice-présidente de la PEDIS et orthophoniste retraitée, et qui fait un travail formidable sur l'association. Anne-Marie Cantal, que vous avez souvent au téléphone, et qui fait la permanence téléphonique. Et Cécile Garcia, qui est une référente à PEDIS CCC, Conflans, Sardaigne-Cap-Cire. On a ouvert une antenne il y a 2 ans, et qui est aussi une pédagogue en collège. Et puis après, il y a les parents bénévoles qui sont très actifs, et en plus, je ne les ai pas tous mis, parce que plus ça va, plus le bureau s'agrandit, et tant mieux. Vous avez Madame Pérez, qui est une maman qui est venue au départ pour son enfant, et qui petit à petit a aidé les autres parents. Peggy, qui vous répond au téléphone, Madame Codoniès, Madame Plat, ils sont là-bas au fond, là, ils ont fait tout l'accueil, donc il faut que je les remercie très très fortement de tout leur travail, ils sont géniaux. Voilà. Luc, que vous avez vu en action sur l'informatique, Paulette, qui est toujours plein de projets sur l'accompagnement parental, et Noël, qui est toujours très discret, mais très efficace en tant qu'aide aux applis. Voilà. Et puis il y a aussi Sandrine et José, voilà. Gwen. Merci. Alors, toutes nos actions auprès de ces familles, un accompagnement administratif qui est très très lourd souvent pour monter les dossiers, qui prend beaucoup de temps et qui des fois est malheureusement mal compris, mais mal réceptionné, et des fois on n'a pas les aides qu'on espère, c'est parfois compliqué. Une écoute téléphonique, parce que quand on est parent, on a besoin de parler, de se confier, d'expliquer le quotidien. Les 10, c'est pas que l'école, c'est le quotidien, c'est tous les jours, c'est le matin, c'est le soir. Et écouter des fois le désarroi des parents, ou leur réussite, ça c'est cool aussi, des fois qu'on en a, c'est sympa. Des conseils, des orientations vers des spécialistes médicaux qui nous soutiennent et qui nous aident
par rapport à ces enfants, il y en a quelques-uns dans la salle et je les remercie d'être présents ce soir et d'avoir pu se libérer. Conseiller les orientations sur les bons interlocuteurs éducatifs, c'est très compliqué, l'éducation, les sigles. Parfois les parents, on ne sait pas à qui il faut s'adresser, la CPE, l'infirmière scolaire, le médecin scolaire, mais il n'y en a pas. Donc ça c'est très compliqué. Parfois c'est plus un parcours du combattant qu'un parcours tout court d'enfants handicapés. Et une aide méthodologique pour les apprentissages. Et ça, on en a fait notre fer de lance au niveau de l'association. On a mis en place, on a été les premiers en France à mettre en place des ateliers d'usage numérique en accessibilité pour les jeunes, avec l'essor de l'outil informatique. C'est pas magique, ça demande du travail, mais ça fonctionne pas mal. Et puis les enfants reprennent goût à apprendre. Ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas nuls, qu'ils peuvent apprendre autrement. Et ça crée une vraie dynamique de groupe. J'ai des enfants qui viennent le samedi matin, qui poussent la porte, qui presque l'ouvrent à ma place. Je leur dis attention, alarme, voilà, attendez 2 secondes. Donc ils viennent avec plaisir et ils s'aperçoivent qu'ils peuvent apprendre et apprendre autrement. Et là, on les revalorise et on repart sur un cursus scolaire. On évite les décrochages, pas tous, mais on essaie de minimiser la casse. Et voilà, on leur montre qu'ils peuvent être différents et qu'ils sont riches de leurs différences. Voilà. Alors, Appétit CCC a eu la chance de signer un partenariat avec l'Éducation nationale. C'est pas rien, on en est plutôt fiers. Voilà, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Il y a 6 heures de vie de nos enfants sur, on va dire, 12 heures où ils sont debout, où ils passent à l'école. Donc, si ils vivent mal l'école, ça va être très, 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 très compliqué, quoi. Et des fois, ils y restent même à la cantine, on va dire, ça fait faire 8 heures. Donc, c'est très, très important. Et je sais que les enseignants, souvent, sont démunis face à ces troubles 10. Ils essaient de bien faire. Bon, il y a des bons et des mauvais partout, mais ils essaient de bien faire dans l'ensemble. Et souvent, voilà, des fois, en voulant bien faire, des fois, ils font mal parce qu'ils n'ont pas l'information. Et c'est vrai que les formations ne sont pas accessibles forcément à l'enseignant lambda, souvent c'est accessible aux enseignants spécialisés. Et c'est compliqué parce qu'on demande de plus en plus d'inclure les enfants. Inclure, mais il faut donner les moyens. Donc voilà, je sais qu'il y a quelques personnes qui sont de l'éducation nationale qui sont là et qui savent combien c'est important pour nous, tout ça. Et la réussite scolaire, ça permet aussi de permettre d'accéder à des fonctions plus tard et des métiers qui leur plaisent aussi. Ça, c'est important. Alors, les liens avec les autres acteurs, donc je vous ai dit, les professionnels de santé, les professionnels d'enseignement, le conseil départemental, avec qui nous avons aussi un partenariat, la maison de la MDPH, avec qui nous tissons des liens de plus en plus étroits et avec qui nous essayons de travailler pour que les dossiers soient de mieux en mieux compris et acceptés lors des commissions. Le conseil territorial de la santé, auquel nous allons aux réunions, et avec les ministères. Voilà, on essaie aussi de travailler à haut niveau. Je vais y arriver. Là voilà, j'en ai passé une. Donc les actions nationales, eh bien, je vous ai dit, on fait du bénévolat, mais on essaie d'être présent sur des moments clés, comme les salons de l'éducation et du numérique, puisque le numérique c'est notre fer de lance aussi. Mais pas seulement ça. Donc il y a Educatech et Educadis, les rencontres de l'homme qui se passent à Marseille, Ludovia qui est un colloque de l'éducation et du numérique qui se passe juste avant la rentrée scolaire. Des fois c'est un peu compliqué en tant qu'enseignante. Voilà. La conférence internationale d'évaluation du système scolaire où nous avons pu présenter notre travail devant un parterre de chercheurs et de personnes internationales. Et voilà, ça permet de montrer que Perpignan n'est pas en Espagne. Il se fait des choses très très bien, voilà, dans le sud. Et localement, on a 2 groupes de travail, bon, maintenant qui petit à petit disparaissent. Et il y a d'autres groupes de travail qui prennent le relais, et auprès du CINESCO, donc, qui est le Centre national d'évaluation du système scolaire. Voilà. Alors, on travaille mais on s'amuse. On a parmi nous des personnes du Rotary Club qui sont venues et qui nous aident aussi
avancé, qui nous ont invités à la dictée. C'est marrant pour des dyslexiques et des dysorthographiques. Mais voilà, on était avec nos ordinateurs, c'était super, on a fait la dictée avec le correcteur d'orthographe. Ça marche au Rotary, donc ça doit pouvoir marcher aussi à l'école. C'était génial. Et les enfants se sont vraiment amusés, ils ont passé une bonne après-midi. On organise des conférences aujourd'hui, c'est notre 4e conférence en 5 ans de vie, c'est pas mal, hein, ça sort pas mal. Voilà, et où on a le plaisir d'accueillir chaque fois des personnalités très au fait des troubles 10 et qui nous permettent aussi de faire prendre connaissance à tout le monde de tout cela et pour mieux les appréhender. Et puis, de temps en temps, en fin d'année, on va s'amuser, on fait l'acrobranche. Et avec les dyspraxiques, c'est assez rigolo. Mais ça se gère bien. Voilà. Et voilà, donc on est allé aussi au bowling. Je ne pouvais pas tous vous les mettre. Voilà. Voilà un peu ce que fait la P10. On essaie de vous accompagner au mieux. Et voilà, je vous remercie de cette écoute. Et j'espère qu'on pourra vous accompagner encore longtemps, mais que le chemin sera peut-être plus doux que ce qu'il est parfois aujourd'hui. Voilà. Je passe la parole à Madame Fité. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, quelques mots d'abord pour dire que le Conseil départemental est très heureux de vous accueillir et d'accueillir cette conférence sur le site Christian Bourquin, donc dans cette salle Canigou. Ça, c'est une première chose. Suite à ce que vient de dire Madame Surana, je voudrais vraiment aussi à mon tour souligner à l'occasion de cette initiative que les échanges que nous avons pu avoir, le travail que nous menons ensemble avec la P10, avec l'ensemble des associations, montre vraiment l'importance du rôle, en particulier dans le domaine du handicap, des parents, des familles, du monde associatif et du rôle citoyen que cela sous-tend. Parce que cette mobilisation, elle contribue vraiment à faire avancer une meilleure connaissance et reconnaissance des différents handicaps, à faire remonter les besoins des personnes, les besoins de compensation, les besoins d'accompagnement. Et ça, c'est pour nous et pour les politiques publiques que nous souhaitons mettre en place une richesse très importante. Donc, ça c'est une première chose. Ça a été le cas d'ailleurs, ce travail de partenariat avec les associations, avec diverses institutions aussi, lorsque nous avons travaillé à la préparation du schéma départemental des solidarités dans toutes ses dimensions, mais moi je me suis évidemment plus intéressée à la question du handicap. Ça a été aussi le cas avec le lancement d'une initiative, alors qui rejoint d'ailleurs ce que vous faites aujourd'hui, d'une initiative pérenne de sensibilisation à tous les handicaps qui a été lancée le 26 octobre par le conseil départemental et qui s'appelle les Vendredis du handicap, donc une fois par mois, où des associations, des institutions d'ailleurs, vont pouvoir, de façon inscrite et dans la durée, développer des initiatives de sensibilisation au handicap. Donc, je souligne par tout ça qu'il y a un travail de partenariat qui est fort. Pour autant, moi et d'autres, nous sommes bien conscients qu'il y a de nombreux besoins pour les personnes en situation de handicap, qu'ils soient enfants ou adultes, qui sont loin d'être satisfaits. C'est aussi ce qui est ressorti d'ailleurs des discussions autour des mesures à déployer sur le plan départemental, que nous nous heurtons à un certain nombre de difficultés, à commencer par, le handicap, vous le savez, est une compétence très importante du conseil départemental qui consacre un peu plus de 60 millions d'euros, mais qu'on est aujourd'hui confronté à une difficulté imposée par les contraintes financières de l'État, qui fait que ça ne va pas trop dans le sens de la satisfaction des besoins, et je pense que ce n'est pas inutile de le rappeler et de le souligner, parce que ça joue vraiment, même si on essaie de faire fonctionner les marges de manœuvre nécessaires, mais ça pèse quand même sur le développement des politiques sociales et publiques. De la même façon, et d'ailleurs vous étiez présente à la commission exécutive où nous l'avons décidé, nous sommes un certain nombre à être inquiets, élus, associations, institutions, face à un certain nombre de mesures que je qualifierais de régressives par rapport aux personnes en situation de handicap, sur les questions de logement, de pouvoir d'achat, d'une désinstitutionnalisation dont sur le principe on n'est pas contre, mais qui, associée à des restrictions budgétaires, peut avoir des effets qui nous inquiètent. Nous avons donc décidé, les membres de la commission exécutive de MDPH,
d'adresser dans ce sens une motion au gouvernement et à la ministre de la Santé et à la secrétaire d'État au handicap. Enfin, vous le disiez tout à l'heure, Madame Surenay, vous m'avez interpellée par écrit et par oral sur les problématiques d'évaluation au niveau de la MDPH des enfants porteurs de troubles 10 qui effectivement se répercutent sur leur scolarisation, ce qui est bien entendu des problématiques que vous soulevez qui sont totalement légitimes. Alors je vous ai répondu, je réduis la réponse que je vous ai faite et qui était beaucoup plus longue que ça, sur le fait que bien entendu les équipes de la MDPH, elles font au mieux sans aucun a priori à l'égard des enfants concernés et qu'elles se réfèrent à des référentiels nationaux. Des référentiels nationaux qui, pour ma part, je considère qu'ils ne prennent pas suffisamment en compte la réalité vécue par la personne ou l'enfant en situation de handicap, quel qu'il soit d'ailleurs, et qui sont un peu trop formatés. Et donc, il y a une volonté, c'est, en tout cas pour moi-même et le département, c'est d'approfondir cette question. Et donc, nous rencontrerons ensemble, je pense que c'est intéressant, un chargé de mission insertion et scolarisation de la CNSA, Caisse nationale de la solidarité et de l'autonomie, qui est quand même l'organisme qui est très important dans ce domaine-là. Nous allons le rencontrer puisqu'il vient rencontrer les équipes de la MDPH pour justement approfondir cette question de comment on connaît, comment on reconnaît, comment on évalue. Je pense que, en tout cas, j'espère que ça nous permettra aux uns et aux autres d'avancer et de mieux répondre aux besoins des enfants. En tout cas, vous le savez, je suis une fervente et du débat et du travail collectif et que vous pouvez toujours compter sur moi pour ce qui est d'améliorer le soutien et l'accompagnement et des enfants et des familles. Et je pense que dans la réflexion et dans l'action, c'est une dimension qui fait que nous pouvons, il n'y a pas de souci, bien sûr, travailler ensemble. Et je vous souhaite une excellente conférence à laquelle je m'excuse par avance de ne pas assister jusqu'au bout, mais vous m'envoyez désolée, je ne peux pas faire autrement. Merci beaucoup. Merci Madame. Je voulais vous remercier pour cette collaboration que nous espérons fructueuse, parce qu'en ce moment on a quand même des grosses difficultés avec les dossiers d'enfants. Voilà, merci. D'abord, je voudrais vous remercier et remercier la P10 de m'avoir invité. Je suis ravie de votre invitation. J'ai toujours plaisir à rencontrer les parents. Et j'espère que ça pourra être utile aux parents, une soirée comme celle-ci. Je sais que c'est compliqué de prendre du temps. Les soirées sont longues, à la fois longues et courtes, parce que les mamans ont beaucoup de choses à faire, même les papas. Et donc, vraiment, je vous remercie d'être aussi nombreux ici ce soir. Donc, le thème, c'était, c'est ce qui m'a été demandé, de me centrer sur la dyspraxie et les conséquences scolaires de la dyspraxie. Donc, je vais essayer de pas trop déborder, de façon à laisser ensuite un petit peu de temps pour que vous puissiez poser des questions. Je suis persuadée que beaucoup de familles, beaucoup de parents sont là, avec l'idée aussi de poser des questions plus précises sur leur enfant. Donc, on commence tout de suite. Donc voilà mon petit plan. Déjà, je vais vous rappeler un tout petit peu de quoi on parle. Il y a plusieurs mots pour dire la même chose. Vous savez, c'est histoire de simplifier les choses. On cherche des mots compliqués, puis après on en prend plusieurs pour dire la même chose, ou un seul mot qui veut dire des choses compliquées. Alors là, ça s'appelle soit dyspraxie, soit trouble du développement de la coordination, TDC. Bon, ouais, avant c'était même TAC, trouble de l'acquisition de la coordination. Mais ça change, parce qu'on s'ennuyait quand même. Donc comme ça, on peut avoir les trois termes, dyspraxie, TAC, trouble d'acquisition de la coordination, ou TDC, trouble du développement de la coordination. Comme ça, c'est ça. Enfin, prenez dans un premier temps, je pense que c'est pas important, prenez ces trois mots comme étant synonymes, on s'en fiche. Et moi, pendant toute la conférence, je vais parler de dyspraxie, mais quel que soit le mot qu'il y a dans le dossier de votre enfant, ça n'a pas d'importance. Et puis bien sûr, puisque c'est le thème de la conférence, je vais insister sur les conséquences dans les apprentissages, en particulier les apprentissages scolaires, donc les gestes, et en particulier le graphisme, puisqu'on va se centrer sur les conséquences scolaires, le regard et la lecture, l'espace et le calcul. Alors vous voyez, là déjà, ça commence à faire lourd, parce que c'est pas que le graphisme, c'est aussi, voilà, ça fait déjà un plan un peu lourd.
Et à chaque fois, j'essayerai de vous dire pourquoi vos enfants ont des difficultés dans ces domaines, par exemple de la lecture ou du calcul. Une petite conclusion, une petite bibliographie en français, simple et facile d'accès pour... J'imagine toujours qu'il y a peut-être quelques parents qui sont aussi des professionnels ou quelques professionnels dans la salle. Et donc voilà, et une petite bibliographie en français, des choses très simples. Et puis on essaiera de garder du temps pour des questions. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est les 10 les 10 des YS, bien sûr. Alors je le redis à chaque fois, parce que, alors pas à Perpignan, excusez-moi, pas dans les Pyrénées-Orientales, mais en région parisienne, uniquement en Île-de-France, je n'en peux plus d'entendre dire que c'est une nouvelle façon de médicaliser l'échec scolaire, et que c'est une mode, et que c'est je ne sais quoi. Donc, comme je n'en peux plus, je vous redis de quoi il s'agit, en trois mots. Voilà. Il s'agit d'une pathologie, effectivement, qui a été mise à jour récemment, tous les 10, hein, c'est pas que la dyspraxie, c'est tous les 10 machins, avec TDAH et tout ça. Pourquoi? Eh bien parce qu'à juste avant, on ne savait pas que ça existait. Ah, et on ne savait pas parce que ce sont les progrès des neurosciences dans les années 1980, en fait, sur le plan théorique, dès les années 1960, on va dire 1980-2000, qui nous ont permis de comprendre de quoi il s'agissait. Donc voilà pourquoi ça a émergé tout d'un coup, non pas parce que quelqu'un a eu l'idée, de se dire « Ah, si on médicalisait l'échec scolaire » ou « Ah, s'il y avait plein de 10 », vous voyez, non, c'était pas l'idée de départ. Donc les fonctions cognitives, c'est les fonctions intellectuelles, ça veut dire, hein, cognitif, cherchez pas, les mots compliqués, vous pouvez toujours, il y a un truc dessous, c'est pas si compliqué. Les fonctions intellectuelles, celles avec lesquelles on réfléchit et on apprend, sont comparables en fait dans le cerveau à un puzzle extrêmement complexe, d'où, je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas ma souris, bon. On la voit pas. D'où mon petit schéma à gauche là que j'ai pris sur internet, avec tous les petits engrenages. Bon, c'est un peu simplificateur, mais enfin, c'est une belle illustration quand même. Donc il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines de réseaux de neurones, des petits engrenages, hyper spécialisés, chacun dans un micro-truc de jeu micro-machin que vous ne savez même pas que ça existe. Et en fait, bien sûr, tous ces micro-engrenages sont reliés, interconnectés, reliés les uns aux autres. Il n'y en a pas un qui fonctionne tout seul dans son coin. Et ça, c'est vrai aussi chez le bébé. C'est ça qu'on a appris dans les années 1980-2000. C'est que les bébés n'arrivent pas du tout, quand ils naissent, avec un cerveau vierge, une ardoise vierge, pas du tout. Ils arrivent déjà avec un petit cerveau hyper bien organisé. Et il peut arriver qu'un petit engrenage, un de ces petits réseaux hyper organisés qui devraient leur permettre d'apprendre et de grandir, il peut arriver que un de ces petits réseaux ne soit pas parfaitement opérationnel, ou ne se développe pas, on dit nickel chrome, vous voyez l'idée, il ne se développe pas parfaitement. Et c'est ça, un 10 machin. Alors évidemment, selon le type de réseau qui est atteint ou qui ne l'est pas, qui dysfonctionne plus ou moins, eh bien, c'est pas le même 10 qui va être, ça peut être la lecture, le langage, le geste, le calcul, l'attention, le ceci, le cela. Très bien. Voilà. Donc, voilà l'explication du fait que depuis les années 2000, et depuis les années 1980 en fait, mais on va dire dans la sphère publique, depuis les années 2000, et en particulier depuis le rapport Ringard 2001, qui a été un des premiers à dire mais il faut faire quelque chose ensemble, le domaine médical et le domaine scolaire, pour ces enfants, parce qu'ils ont un trouble médical qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental. Vous voyez, c'est neurologiquement dans leur cerveau qu'il y a un petit truc qui dysfonctionne un peu. C'est de la médecine, c'est de la neurologie, mais les symptômes sont à l'école. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà. Donc, les dyspraxies parmi tous les 10, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand c'est les petits réseaux qui doivent s'occuper de développer la gestuelle, une gestuelle habile, eh bien, c'est ceux-là qui ne marchent pas terrible. Plus ou moins, selon les enfants, il y en a qui ont des petites dyspraxies, des moyennes dyspraxies, des très graves dyspraxies, des dyspraxies isolées ou des dyspraxies associées à un autre 10 encore. Voilà, ça dépend bien sûr. Donc on va voir ça au cas par cas, bien sûr, pour les enfants. Et on va parler de dyspraxie qu'est-ce qu'on constate? Hein, on n'est pas dans la tête de l'enfant pour voir que le petit réseau il fonctionne ou il ne dysfonctionne pas, bien sûr, c'est pas l'intérêt. Mais qu'est-ce qu'on constate? Comment ça se traduit dans la vraie vie, comme disent les enfants? Eh bien, ils n'acquièrent pas certaines habiletés qui sont attendues sur le plan gestuel à un âge donné.
Voilà. Ils savent pas bien s'habiller, ils savent pas se brosser les dents, ils savent pas se coiffer, ils savent pas se laver, et ils savent pas écrire, évidemment, quand on va à l'école. Et alors, ce retard dans les acquisitions gestuelles, on appelle ça aussi une maladresse pathologique, ben c'est pas juste, oh ben lui il est un peu plus tardif que d'autres pour s'habiller ou pour être habile, parce que chacun a son talent, hein, chacun, il y en a qui sont plus précoces, il y en a qui sont plus tardifs, que ce soit pour parler, pour s'habiller, pour n'importe quoi. Bon. Mais c'est beaucoup plus intense que ce qu'on voit dans la fourchette de la norme. Donc l'enfant, il est en dehors de ce qui est habituel dans le développement de l'enfant. Et en plus, ça dure. C'est pas juste un moment, puis oh, finalement, 3 mois plus tard, on se dit, oh, ben, on s'est inquiété pour rien. Voilà. Donc c'est intense, c'est durable, c'est fondamental dans le diagnostic de la dyspraxie. Et en même temps, ce n'est pas parce que cet enfant est paralysé de quelque chose, hein, il n'a pas un trouble, vous avez entendu parler des myopathies avec le téléthon, il n'a pas une maladie qui touche les muscles, il n'a pas une maladie qui le rend paralysé de quelque chose et qui pourrait expliquer, si vous voulez, qu'il soit assis en retard pour faire des tas de choses. Non, apparemment il n'a rien, il n'est pas aveugle, il n'est pas rien. Et quand même, ça ne le fait pas, ça ne se développe pas, la gestuelle ne se développe pas. On va appeler ça une dyspraxie, ou un trouble d'acquisition de la coordination, ou un trouble du développement de la coordination, ça n'a aucune importance. Alors, comment ça se manifeste? Eh bien, d'abord, il y a une inquiétude quant au développement de la motricité, hein, de la gestuelle chez l'enfant, son graphisme. Alors, en général, vous faites faire un bilan psychomoteur, vous êtes, soit c'est vous les parents, je dis vous les parents, hein, soit vous êtes inquiets de ça, spontanément, parce qu'il y a un aîné, ou parce que vous avez lu dans un livre qu'à tel âge l'enfant doit faire ceci, ou parce que je ne sais pas quoi, et vous en parlez à votre médecin, et vous consultez, en général, c'est de la psychomotricité, quelquefois de l'ergo, mais quand ils sont très petits, en général, c'est de la psychomote, l'ergo, c'est souvent un petit peu plus tard, ou alors, c'est à l'école. Hein, l'enfant va rentrer à l'école où il n'y a pas de souci particulier, il a marché en temps voulu, il a marché à 14 mois ou à 16 mois ou à 12 ou à 10 mois, on s'en fiche, tout allait bien, il parle bien, hein, il va à l'école, et là, au bout de quelques temps, c'est l'enseignant de la petite section de maternelle qui a bien l'habitude de l'évolution des enfants, qui quand même s'inquiète, et qui vous alerte, qui vous dit, écoutez, moi quand même, là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est inhabituel chez votre enfant, et là encore, vous faites un bilan psychomoteur. Alors là, j'écris en gros, attention, ça ne suffit pas. Hein. Il ne suffit pas, alors je pense aussi aux MDPH qui sont quelquefois submergés de tas de bilans, mais il ne suffit pas d'avoir des bilans d'ergo, d'orthophonie, de ceci, de cela, tout plein de bilans dans tous les sens, dont personne ne sait que faire. Tout le monde voit que là, il y a un truc qui va bien, ça il fait bien, ça il fait pas bien, ça il a une bonne note, ça il a une mauvaise note, et personne ne sait s'en sortir. Premièrement, il vous faut donc aussi, c'est ce que j'ai dit à la dia précédente, pardon, attendez, ça va venir, hein, il vous faut éliminer qu'il ait une paralysie ou une autre maladie ou un problème de vision, je ne sais pas quoi, qui expliquerait le trouble. Il vous faut éliminer un trouble moteur. Hein. Donc ça, c'est en général la consultation avec un neuropédiatre ou un pédiatre ou votre médecin traitant s'il estime qu'il est compétent dans ce domaine. Deuxièmement, il faut éliminer ce qu'on appelle une déficience intellectuelle, qui est quelque chose d'assez fréquent et qui n'est pas plus grave qu'autre chose. Je veux dire, c'est toujours ennuyeux qu'en avoir un enfant qui a un handicap, que ça soit un dysmachin ou une déficience. Une dysmachin, hein, une dyspraxie, c'est une déficience en fait du développement du geste. Hein, c'est pas voilà. Et donc là, il faut faire pratiquer ce qu'on appelle les échelles de Wechsler. Vous connaissez ça sous le nom de test psychométrique peut-être, ou WISC, WIPSI. Hein, vos enfants, ils passent des tests avec la psychologue. Ça vous fait très peur. Et vous avez tort. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Même pas peur, disent les enfants, ils ont raison. En fait, c'est un panel, tout un éventail de petites épreuves qui sont proposées à l'enfant et qui permettent de comprendre comment il fonctionne et comment il dysfonctionne. Qu'est-ce qui fait bien, quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles qui vont donc nous guider au niveau du diagnostic. Et donc quand vous aurez tout ça, ça ne suffit toujours pas. Il vous faut un médecin qui fasse la synthèse. Et la plupart du temps, c'est ça qui vous manque le plus. Et, enfin, je ne sais pas si... en région parisienne. Et donc, c'est d'envoyer des tas de bilans partout, si vous voulez, des équipes qui sont... Moi, je vois quelquefois des parents m'adressent les bilans de leurs enfants, où je vais dans des structures pour faire des études de cas, de dossiers, pour essayer de dépatouiller un petit peu, enfin, vous comprenez, d'éclaircir le dossier de certains enfants.
Et je vois arriver des dossiers comme ça, ou alors on m'envoie 28 pièces attachées. Bon, j'imagine aussi la commission enfants de la MDPH qui reçoit tout ça tous les jours. Alors d'abord, ça alourdit beaucoup le traitement de tous ces dossiers, et ensuite, ça n'a pas de sens. Ce qui doit être envoyé, c'est quand même une synthèse de tous ces bilans, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, ben voilà, tout ça ensemble, c'est quelque chose. C'est très important ce que je dis là. Je vais vous donner un exemple un peu bébête, mais vous allez comprendre pourquoi cette histoire de synthèse est très importante. Il vous faut trouver le médecin qui... Encore une consultation, oui, encore, mais ça sera la dernière et la bonne. Hein, plutôt que de courir partout, encore une, oui. Imaginez que j'arrive ce soir et que je vous dise « Ah là là, je suis pas à l'aise pour cette conférence parce que j'ai 38, j'ai mal à la tête, je tousse, j'éternue et j'ai des courbatures. » J'ai 5 trucs, hein. Je tousse, je suis allée voir le pneumologue. Oh, il m'a fait un scanner. J'ai mal à la tête, je suis allée voir le neurologue. Il m'a fait un scanner de la tête, il m'a parlé de migraine, il m'a proposé d'essayer un traitement. Vous me suivez là? Vous voyez que si personne ne fait la synthèse de tout ça, on court à la catastrophe. Parce qu'en fait, je pense que dans la salle, beaucoup de gens ont compris, vont dire « Madame Mazot, je pense que vous avez la grippe. Hein. Un petit peu de Doliprane, là, un petit peu de paracétamol, ça va le faire. Hein. Pas la peine d'aller voir tous ces gens-là. » Et vous voyez, ça c'est extrêmement important. J'attire votre attention là-dessus. Pour ceux d'entre vous qui malheureusement auraient fait ce parcours, on va voir la psychomote qui dit « Ah bah oui, je vois bien que votre enfant, il a un problème dans tel et tel truc, je vais le prendre 1 fois par semaine. » On va voir l'ergo qui dit « Ah bah oui, effectivement, il n'écrit pas comme il devrait, je vais le prendre 1 fois par semaine. » Et puis on va voir l'orthophoniste qui dit « Ah mais c'est vrai qu'il ne lit pas comme il devrait, je vais le prendre 1 fois par semaine. » Puis on continue parce qu'en CE2, on dit « Mais il y a un problème de calcul. » On dit « Ah, mais il y a une autre orthophoniste spécialisée dans le calcul qui voit que c'est vrai. » Et vous voyez que ça, c'est exactement ce que je suis en train de vous raconter. Je vais voir, hein, je tousse, donc je vais voir le pneumologue, j'ai mal à la tête, je vais voir le neurologue. Vous voyez ça? Donc ça, faites bien attention. Tous ces bilans sont indispensables, c'est long, ça vous prend toute une année scolaire, ça tombe bien, c'est pas une urgence le 10 machin. Ce qui est important, c'est d'avoir un diagnostic fiable au bout du compte pour proposer des choses réellement efficaces à vos enfants. Et pas partir dans tous les sens avec des tas de trucs qui finalement vont vous épuiser, vont épuiser les enfants sans bénéfice. Parce que moi aussi, quand j'aurais pris rendez-vous chez le neurologue, chez le pneumologue, chez je sais pas quoi, je n'aurais aucun bénéfice. Voilà. Donc je suis un peu venue vous dire ça. Donc il faut une synthèse. Alors, les conséquences de la dyspraxie, c'est un trouble donc, du développement du geste. Oui, je vois qu'il y a des parents là qui se sentent, qui se disent « Ah mais au secours, au secours !» Vous allez trouver du secours. Alors, c'est le développement du geste. Je voudrais insister sur le fait qu'en fait, quand on pense geste, on pense tous aux mains, au corps. Pour ça, j'ai appelé ça les gestes corporels manuels. C'est un peu bête hein, comme façon de dire. Enfin, c'est pour qu'on se comprenne. Mais il n'y a pas que ça comme geste. Et alors, évidemment, ces gestes, ils ont une importance très importante, enfin, ils ont une influence très importante sur le graphisme. Et ce que j'ai appelé la AVQ, c'est-à-dire activité de la vie quotidienne. Couper sa viande, ouvrir un yaourt, se moucher, nettoyer ses lunettes, se laver les mains, mettre son manteau, etc. Ah ouais. Je vois qu'il y en a qui voient de quoi je parle aussi. Mais il n'y a pas que les mains, les yeux aussi. Les yeux, c'est pas un appareil photo, c'est des caméras. Il faut que ça bouge. Du mouvement, c'est un geste. Eh ben, il y a des enfants qui ont des problèmes avec les yeux, il y en a plus que vous le croyez, et ça ne se voit pas, ça. Et ça... Attendez, non, c'est pas dans le bon sens. Et ceux qui, là, il peut, pour ceux, pas tous, pour ceux qui ont un problème avec leurs yeux, mais qui sont nombreux, il peut y avoir des répercussions dans la lecture. On comprend bien que la lecture, les yeux, il y a un lien quand même. Voilà, bon. Ah non, non, non. Enfin, troisième chose, on peut avoir un trouble des traitements spatiaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est l'espace. C'est où sont les trucs par rapport au machin? Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et là, ce trouble des traitements spatiaux, ce trouble de l'organisation spatiale, bien sûr, vous l'avez remarqué pour vos enfants, ça a quelques conséquences dans l'organisation du bureau de l'ordinateur, de leur bureau, de leur chambre, enfin de tout, hein, vous avez peut-être remarqué que c'est l'enfer, mais c'est pire que ça à l'école, ça va avoir une influence dans la construction de la notion de nombre, donc la numération, le calcul, l'arithmétique et la géométrie. Voilà. Et là encore, c'est extrêmement important, est-ce que vous comprenez? Si en amont, on dit, l'enfant il a une dyspraxie,
on va s'adresser à une personne et un matériel, des aides techniques, des aides humaines qui vont s'intéresser à la dyspraxie. Si on commence à dire « Ah, mais il a un problème graphique, je vais rééduquer le graphisme. Il a un problème de lecture, je rééduque la lecture. Il a un problème en calcul, je rééduque le calcul. Il a un problème en autonomie, et puis psychologiquement, il n'a pas très confiance en lui, hein, du coup, je me demande bien pourquoi. Donc il faut un soutien psychologique. Vous voyez que là, on est mal parti. Puis un peu d'aide au devoir, parce que la maman, là, elle craque tous les soirs pendant 1 heure. Bon. Donc, vous voyez... Non mais est-ce que vous comprenez que ce que je suis... C'est très important, c'est pas compliqué, hein, mais c'est vraiment important. Oh, je vois la taille en dessous, là, encore. Hein. Alors, les conséquences de tout ça dans les apprentissages, on va commencer par les gestes et le graphisme. Alors, on appelle dysgraphie... 10, on veut dire 10, ça veut dire dysfonctionnement, hein, c'est tout. Ça ne veut pas dire des choses dramatiques. Il ne faut pas que ça vous affole parce qu'on a écrit un 10 devant. Ça veut dire ça dysfonctionne d'emblée. L'enfant n'a jamais su faire autrement. Dysgraphie, ça veut dire l'enfant il écrit mal, graphie, hein, voilà. Il écrit assez mal pour qu'on considère que c'est une pathologie. Donc c'est intense, son trouble du graphisme, et durable, hein, vous vous rappelez ce que j'ai dit. Et on ne peut pas le rapporter à une déficience intellectuelle, ni à une malvoyance, ni à une paralysie ou à un problème musculaire, d'accord? Mais ça peut être n'importe quoi. Toutes les dysgraphies, ce n'est pas des enfants dyspraxiques déjà. Vous voyez, tous les gens qui ont mal à la tête n'ont pas la grippe. Mais les gens qui ont la grippe ont mal à la tête, vous voyez là. C'est pour ça aussi, vous comprenez qu'il va falloir un médecin qui vous fasse une synthèse de tout ça. Hein, et non pas une juxtaposition de tous ces bilans. Je sais que c'est compliqué, hein, mais oui, mais vous allez trouver. Mais avant même de se dire on n'en trouve pas, vous voyez, il faut prendre les choses dans l'ordre. L'ordre, c'est de savoir que c'est impératif de trouver quelqu'un qui fasse la synthèse. La plupart du temps, c'est un médecin, quelquefois ça peut être un ou une neuropsychologue. Hein. Il faut trouver quelqu'un qui fasse la synthèse. Je tiens pas, je veux dire, j'ai pas d'action, moi spécialement, je suis retraitée, moi aussi chez les médecins. Bon. Mais voilà, donc c'est très important. Et donc vous voyez, là j'ai marqué plein de causes, hein. Ça peut être aussi psychique, hein, psychodynamique, hein, d'avoir des troubles du graphisme, ça peut être des troubles moteurs, musculaires, des dyspraxies, une déficience intellectuelle, un trouble de l'attention, le trouble déficitaire de l'attention donne des difficultés, un trouble visuel, un haut potentiel, etc., etc., etc. Donc, la dysgraphie est un symptôme, c'est tout, et non un diagnostic. Donc il va falloir quelqu'un aussi qui comprenne comment ce trouble du graphisme de votre enfant s'inclut dans toute une série d'autres symptômes, vous comprenez? Voilà. Et donc pas dire « Ah, il écrit mal, on rééduque le graphisme ». Vous voyez, ça c'est pas une bonne idée. Alors la dysgraphie, je vous le montre. Vous ne le lisez pas très bien parce que c'est moche, mais ça fait rien. Je suis sûre que vous voyez. Vous avez bien. Non mais je veux dire, c'est mon scanner qui est pas beau, c'est pas ce qu'a fait l'enfant. L'enfant, elle a fait tout ce qu'elle peut. C'est une petite fille qui s'appelle Louise et qui, en juin de CM1, fait ça. Elle écrit, en même temps, c'est très intéressant ce qu'elle écrit. Donc, c'est en réponse à une question, c'est un commentaire de texte. Un séisme est provoqué par la rupture brutale de plaques. Franchement, c'est génial ce qu'elle écrit. Ah, en musique maintenant. Alors, vous voyez, donc ça, c'est très bien. Et voilà ce qu'elle fait en septembre de CM2. Donc, c'est-à-dire juste après les vacances, entre les deux, il y a eu une consultation et elle est sous Ritaline depuis 3 semaines. J'ai mis sous Ritaline parce que c'est le mot que vous connaissez, c'est du méthylphénidate. C'est-à-dire qu'elle a été considérée comme une enfant TDAH, qui a un trouble déficitaire de l'attention, et elle est traitée. Voilà. Alors, même si vous ne lisez pas, je pense que vous voyez la différence de qualité d'écriture. Donc, vous voyez, cet enfant, si on avait commencé à dire, elle est dyspraxique, elle écrit mal, je fais de la rééducation graphique et je ne sais pas quoi, on était mal parti. C'est juste pour vous montrer que c'est... Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, hein, faites attention. C'est pour vous montrer qu'il faut faire attention. Alors, la dysgraphie, quand elle est liée à une dyspraxie, à quoi on la reconnaît? Elle a quand même une allure particulière. C'est comme le mal de tête, quand même. C'est pas tout à fait pareil, le mal de tête quand j'ai la grippe, et le mal de tête si j'ai une tumeur cérébrale, quand même. Si je suis honnête, je pas tout à fait mal à la tête de la même façon. Là, c'est pareil, la dysgraphie, elle n'est pas tout à fait pareille. Donc, quand c'est une dysgraphie dyspraxique, eh bien, figurez-vous qu'elle est d'intensité variable. Alors, souvent, cette dysgraphie, même c'est le motif de consultation, hein, c'est pour ça qu'on vient dans les petites classes, parce qu'il ne peut pas écrire, il ne peut pas écrire, il ne peut pas écrire. Bon. Je vais vous montrer l'intensité. Elle est plus importante dans le dessin que dans l'écriture. C'est encore, entre guillemets, plus pire quand il veut dessiner le pauvre chou. On ne reconnaît pas ce qu'il a voulu dessiner.
Il y a un petit garçon, je me rappellerai toute ma vie, Lucas, un mignon petit garçon de 5 ans et demi, tout vif, tout mignon. Pendant qu'on discutait à la fin de la consultation avec sa maman, il me dit « Je vais te dessiner un bateau ». Bon, il commence à dessiner, il fait un truc. Puis à la fin de la consultation, je regarde ce qu'il a fait, et puis il a un petit air tout comme ça, tout penaud, puis il me dit on n'a qu'à dire que c'est un feu d'artifice. Vous voyez, donc c'est mignon, hein, mais ça veut dire d'abord qu'il est très conscient d'eux. Il regarde, lui il avait l'intention de faire un bateau, et il voit bien que ça ne fait pas un bateau. Hein. Ça ne sert à rien de lui dire « Ah, c'est joli quand même ton bateau, mon petit chéri ». Il voit que ce n'est pas un bateau. C'est pas comme ça qu'on va lui rendre service et qu'on va lui redonner confiance en lui. Et lui tout seul, j'ai trouvé que c'était magnifique, cette solution qu'il avait trouvée de dire « On n'a qu'à dire que c'est un feu d'artifice ». Vous voyez, bon, il y avait beaucoup de jolies couleurs, bon. Et donc c'est encore pire que dans l'écriture, parce que dans l'écriture, évidemment, il n'y a quand même que 26 lettres, donc au bout de beaucoup d'années, ils vont finir par apprendre à dessiner 26 lettres. Alors surtout, ce sont des enfants qui sont très lents. S'ils écrivent mal et vite, je doute qu'ils soient dyspraxiques personnellement. Je reprends tout. Les maladresses sont fluctuantes. Alors ça, je vais vous montrer. Donc l'enfant est très conscient que ce n'est pas ça qu'il voulait faire, que c'est moche, qu'il n'écrit pas comme son voisin, comme la petite fille qui est à côté de lui, etc. Et il fait des écrits incomplets, brouillons. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas lui servir pour faire ses révisions, pour faire des... Vous voyez ? Et cette dysgraphie n'est jamais isolée dans le cadre des dyspraxies. Elle est toujours accompagnée de problèmes de l'activité de la vie quotidienne a vécu. Ces enfants ont toujours d'autres problèmes dans plein d'autres gestes. Hein. Coller, découper, placer les gommettes, gommer, utiliser le scotch, et j'ai dit, se moucher, couper leur viande, se servir à boire, ouvrir le yaourt, éplucher la pomme, tout ce que... etc., etc. Et se laver, etc. Je vous montre juste là quelque chose d'intéressant. Je trouve, vous voyez, cette phrase, là, j'ai écrit « Les maladresses sont fluctuantes chez l'enfant jeune ». Je voudrais vous montrer ce que ça veut dire. C'est ici. Vous voyez, c'est un petit garçon qui a 6 ans et demi. Il dessine comme s'il avait 4 ans. Je peux vous dire que sur le plan intellectuel, il n'a pas du tout 4 ans. C'est un enfant très, très intelligent, qui raisonne très bien. Voilà, il dessine ce qu'il peut, le pauvre chou. Et il écrit son prénom. Ça, il est scolarisé depuis l'âge de 3 ans moins le quart, donc vous voyez que ça fait quand même un moment que tous les jours, il écrit son prénom, le pauvre chou. Et il n'y arrive toujours pas. Ce petit garçon s'appelle Driss. D-R-I-2-S. Et ce que je veux vous faire remarquer là, c'est la façon, les deux façons dont il écrit le S. Le premier S, il le fait, il s'arrête un peu, il me regarde, et il me dit « Ah, j'ai raté, j'ai raté ». Je dis « Pourquoi tu dis que tu as raté ?» Parce qu'un S, il n'y a pas de trait droit. Un S, c'est 2 petits arrondis. Il a rudement raison. Et regardez les 2 petits arrondis qu'il fait ensuite. Donc pour lui, c'est une correction. Évidemment, et il n'est pas plus content. D'ailleurs, il me dit, c'est pas vraiment, il n'est pas encore bien réussi. Je lui dis, c'est quand même vrai qu'il n'est pas encore bien réussi. Et vous voyez qu'il a du mal à orienter, c'est un problème spatial, les 2 petits arrondis. Donc vous voyez aussi que cette fluctuation de la performance, ça peut faire que de temps en temps, ça ne va pas être si moche que ça. Et là, alors non, c'est uniquement en région parisienne, puis quand j'étais jeune, maintenant on n'entendrait plus ça, mais des fois on entendait dans le temps, il y a très 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 longtemps, du temps des dinosaures. Vous voyez, Madame Mazot, quand il s'applique, quand il est motivé, quand il veut, voyez, bon. Alors voilà, mon pauvre petit Driss, il est motivé à faire 2 petits arrondis, et il est motivé, mais il ne sait pas dans quel sens il faut les faire, voilà. Donc cette fluctuation de la performance, oh je suis désolée, hein, mes dieux sont toutes défaites, bon. La forme du geste ne se mémorise pas dans le cerveau comme il faudrait. C'est ça qui fait souvent dire donc, que quand il veut, il peut, ou c'est qu'il n'est pas motivé, ou c'est que ça ne l'intéresse pas, etc. Et donc, vous savez, vous, en tant que parent, et même bien sûr, maintenant, tous les enseignants le savent, qu'on ne peut pas dire ça. Alors, trois qualités pour qu'un graphisme soit utilisable en classe. Si on n'a pas les 3 en même temps, l'enfant ne peut pas utiliser son graphisme pour apprendre. Les 3 en même temps. Il faut qu'il soit lisible par quelqu'un d'autre et par lui-même. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas évident à cause de cette fichue fluctuation de la performance.
Moi, j'écris très très mal. Donc quand j'arrive quelque part, dans un nouvel établissement, un nouvel hôpital, la secrétaire dit « Non mais moi je pourrais jamais relire Madame Masson ». Mais je fais toujours les mêmes déformations de lettres. Je déforme mes lettres toujours de la même façon. Donc au bout de 8 jours, la dame elle dit ça, moi j'ai pas de problème, fais-moi voir ce qu'elle a écrit, Madame Masson, ça y est, moi je vais te le déchiffrer. Or au contraire, c'est ce que je viens de vous dire, ce n'est pas le cas pour l'enfant dyspraxique. Donc ça va être l'enfer aussi bien pour lui que pour les autres de le relire. Deuxièmement, il y a un problème de vitesse. Un enfant qui écrit trop lentement par rapport au reste de sa classe, ça ne sert à rien de dire « Ah oui, mais là, vous voyez, il écrit bien quand même, on s'en fiche ». Il doit écrire à la vitesse moyenne de sa classe. Il ne peut pas en permanence être en retard sur tout le monde. Une fois, ça arrive, tous les enfants, une fois, sont en retard, ils n'ont pas fini, ils finiront à la maison, ils finiront à la récré, c'est normal. Mais on ne peut pas faire une scolarité en permanence en étant en retard sur tout le monde. Donc la vitesse est un élément fondamental. Troisième chose, ce qu'on appelle l'automatisation du graphisme. J'ai écrit suffisant, parce que cette automatisation, évidemment, elle n'est pas la même si l'enfant a 7-8 ans, hein, on va dire CE1, CE2, ou s'il a 12 ans, ou s'il est au collège, bien sûr. Cette automatisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant ne peut pas penser en même temps. « Oh non, jusqu'où est-ce que je monte la boucle du L? Non, là je m'arrête, si, encore un petit peu. Ah, mais j'aurais pas la place de finir. Ah, à la ligne, là, il faut que j'aille à la ligne, j'ai pas la place de finir mon mot. Je vais à la ligne. Ici, non, un peu plus bas, oui. C'est pas possible. Ça, c'est possible en grande section de maternelle. D'ailleurs, on fait des lignes de boucle. C'est possible en CP. À peu près. Ensuite, c'est pas possible. Parce que pendant que l'enfant se pose toutes ces questions-là pour s'appliquer, pour écrire, eh bien, il a raté tout ce qui était intellectuel autour du... Pourquoi on écrit des L? Et est-ce qu'à libellule, il y a un L au début ou 2 L à la fin ou l'inverse? Je vois que vous réfléchissez bien. Et non, mais voilà. Et pourquoi? Vous comprenez? Et pendant qu'il faisait tout ça, la maîtresse, elle a donné des indications, l'enseignant a donné des explications, et qui ont été perdues. Donc il a perdu ce pourquoi il va à l'école, la substantifique moelle, pour se poser des questions sur est-ce que je vais à la ligne, je vais pas à la ligne, comment je fais mon L, jusqu'où, etc. Bon, ce dont on se fiche. Donc ce n'est pas, il va falloir trier. Il nous faut les trois à la fois pour lisibilité, vitesse, automatisation. Et bien sûr, il y a des tests, selon les âges, selon le niveau scolaire, qui nous disent quelles sont les fourchettes. Il y a quand même des enfants normaux qui écrivent plus lentement, qui écrivent plus mal, sans que ce soit des dyspraxiques et sans qu'ils aient besoin qu'on remue ciel et terre. Il y a des fourchettes. Au-delà de ces fourchettes, l'enfant ne peut plus suivre une scolarité ordinaire. Voilà, du moins sans aide. Donc, et on a tout ça. Hein, et donc, quand l'automatisation n'est pas là, du geste, l'automatisation du geste, hein, ça aggrave la lenteur. Alors, la lenteur, je voudrais vraiment vous en parler parce que je crois que c'est sous-estimé. Très souvent, moi je vois les comptes rendus, puis à la dernière ligne, à la fin, il y a écrit « Ah, puis l'enfant, il est lent et fatigable ». Comme c'était un petit truc qu'on rajoute à la fin, vous voyez. Hop, une petite pincée de sel. C'est fondamental, vous voyez, je le mets au tout début. Si je n'ai pas le temps de vous parler du calcul, tant pis. Mais ça, je vais vous parler de la lenteur et de ce qu'on appelle la double tâche. Je vous montre ici, donc ça c'est un enfant qui est en 6e. Je vous lis ce qui est écrit, peut-être je l'ai mis en gros d'ailleurs. Ah non, je ne l'ai pas mis en gros. Et j'ai eu tort. Voilà ce qu'a écrit le professeur. C'est un devoir de, je sais plus, de français. Alors, il y a 4,5 sur 20 comme note, hein, quand même. 4,5 sur 20, c'est quand même une très mauvaise note. Que s'est-il passé? La moitié du contrôle n'est pas traité. C'est moi qui ai surligné. Hein. Problème de gestion du temps? C'est vraiment dommage car il y a de bonnes choses dans ce qui a été fait. C'est très très caractéristique du problème dont je parle. Le titre, la lenteur, un très grave surhandicap. Si cette lenteur est constante, bien sûr, si elle est ponctuelle, vous comprenez bien l'idée. Mais chez l'enfant dyspraxique, elle fait partie intégrante de son handicap. Et vous voyez, ce qui est terrible, c'est dommage, il y a des bonnes choses dans ce qui a été fait. Simplement, il n'y a qu'un tout petit début qui a été fait. Alors, le geste, là, vous voyez, j'ai pris, c'est une photo que j'ai prise dans un magazine. Dessous, il y a écrit « Les danseurs chevronnés se déplacent en mode automatique. Leur chorégraphie atteint la perfection lorsqu'ils n'ont plus conscience d'effectuer les mouvements qu'ils ont répétés pendant des heures. » C'est exactement le problème du graphisme.
pendant des heures, en petite section, en moyenne section, en grande section, en CP, on fait du graphisme, c'est bien. Pour automatiser, pour qu'on ait plus conscience d'eux et qu'on ait l'esprit libre pour autre chose. Un geste efficace est absolument automatisé. C'est vrai aussi, d'ailleurs, je vous ferai remarquer, pour s'habiller ou pour ouvrir le yaourt, hein. C'est pas que pour le graphisme. Simplement, en classe, ça a un effet délétère, un effet, des conséquences très graves qui sont sous-estimées. D'accord? Et c'est également l'automatisation, la vitesse suffisante, ça suppose, c'est ce qui permet qu'en même temps qu'on fait le geste, simultanément, on puisse aussi avoir une activité intellectuelle autre. Ce qui est quand même le cas de l'école, quand même. On va quand même un peu à l'école. Souvent, je dis ça aux enfants. C'est pas trop grave, tes petites mains, c'est vrai, elles sont pas très habiles, mais c'est pas grave, ta tête fonctionne bien. Et ça tombe bien, puisque l'école, c'est pas fait pour les mains, c'est fait pour la tête. Je peux vous dire que beaucoup d'enfants en découvrent, hein, avec cette petite phrase, ils savaient pas, hein, que l'école, c'était pas fait pour les mains. Parce que c'est vrai qu'on écrit pas toute la journée, mais enfin, quand même beaucoup. Hein. Quand on n'écrit pas, on souligne, quand on souligne pas, on entoure, quand on n'entoure pas, on écrit. Bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que j'ai appelée la double tâche? Vous allez comprendre ce que c'est que cette histoire-là. Quand on fait un geste, normalement, qui est automatisé, par exemple le graphisme, mais ça peut être autre chose. Hein, en même temps, moi par exemple, je vais vous parler, puis je vais remettre mon manteau, ou au contraire je vais l'enlever, ou n'importe quoi. En même temps, je vais essuyer mes lunettes, puis je vais continuer de vous parler, bien sûr. Bon. Parce que mon geste est automatisé. C'est la règle, j'ai dit, un geste normal, il est automatisé. Alors, là, au contraire, l'enfant dyspraxique, lui, il n'arrive pas, c'est ça son problème. Il ne va pas arriver à automatiser le geste. Eh bien, s'il faut qu'il fasse ce geste-là, et qu'en plus, il écoute la maîtresse, qu'il réfléchisse à l'orthographe, qu'il écoute une explication, qu'il réfléchisse à quelque chose, qu'il fasse attention, qu'il essaye de mémoriser, eh bien, il ne pourra pas faire les deux en même temps. Et c'est ça qui est le drame de l'enfant. Parce qu'à la limite, je vais vous dire quand même, soyons raisonnables, qu'il écrive mal. Écoutez, moi des fois je leur dis, on s'en fiche un peu quand même. Soyons raisonnables, si c'était le pire handicap de nos enfants, on va faire avec. Des fois je leur dis, tu sais, si t'écrives encore plus mal, tu pourrais faire docteur ou pharmacien. Hein. T'as de l'avenir. Donc arrêtons avec cette histoire de graphisme. Pourquoi c'est embêtant? Parce que pendant qu'il tient son crayon, il n'écoute pas, il ne mémorise pas, il ne réfléchit pas, il n'apprend pas. Alors qu'il a les capacités de mémoriser, de réfléchir et d'apprendre. Écoutez, moi il me semble que la conclusion elle va toute seule. Hein. Donc, quand la tâche n'est pas automatisée, elle demanderait attention et contrôle, et donc il ne peut pas tout faire à la fois. Là j'ai un exemple que j'aime bien. De ce côté, par là, à gauche, soufflez, soufflez, à gauche, voilà un enfant typique, standard, vous voyez, qui écrit, une petite fille qui écrit. Et puis en bas là, j'ai voulu représenter un petit peu ce qu'on appelle la charge cognitive, son attention, l'énergie mentale qu'elle est capable de mettre dans une action intellectuelle. Vous suivez? Comme c'était des batteries, si vous voulez. Et on voit en bleu l'attention, la charge mentale, l'énergie mentale requise par le geste, vous voyez? Et au-dessus, en vert, tout ce qui lui reste pour réfléchir, pour apprendre, pour écouter le professeur, etc. À droite, on a un enfant qui serait dyspraxique. Regardez ce qu'il lui faudrait comme énergie. Il lui faudrait dépenser là en bleu. Est-ce que vous comprenez mon petit dessin? Je sais pas si il est bien clair, mais est-ce qu'il lui faudrait dépenser comme énergie pour contrôler son geste quand il fait des L, des I, des J, des je sais pas quoi? Et vous voyez que ce qui lui reste comme énergie intellectuelle pour apprendre, comprendre, mémoriser, faire des liens avec autre chose, écouter la maîtresse, c'est quasi nul. Et en plus, ça l'épuise. En plus, il s'y crève. Et donc, on va me dire, il fait pas attention. En plus, il a un trouble de l'attention. Ça arrive qu'il y ait des enfants dyspraxiques qui, en plus, aient un trouble de l'attention. Mais d'abord, je vous ai fait remarquer qu'il y a des enfants qui ont des troubles de l'attention qui ont un trouble du geste. Hein, vous vous rappelez ma petite fille qui écrivait mal. D'autre part, je vous ferai remarquer qu'effectivement, les enfants qui ont un 10 quelque chose, quand on leur propose une tâche qui sollicite ce 10, par exemple dans la dysgraphie, si on sollicite le graphisme, on épuise l'enfant. Donc ça donne cette impression qu'il ne fait pas attention. Je sais pas si...
Donc si l'enfant ne peut pas bien automatiser son graphisme, qui est le cas de la dyspraxie, ou bien l'enfant dessine des lettres. Et il peut ralentir et s'appliquer, et il écrit muet. J'écris bien ou plus ou moins mal, c'est tout à fait possible. On me montre ça tous les jours, moi. Regardez quand même, Madame Massot, ce serait bien dommage de lui donner un ordinateur, il écrit pas si mal que ça. À quel prix? Je vous ferai, c'est ça que je veux vous montrer. À quel prix? Qu'est-ce qu'il utilise comme ressource mentale, comme ressource intellectuelle? Est-ce qu'il va lui rester des ressources intellectuelles pour faire les apprentissages scolaires habituels dont il est capable? Hein, c'est ça la question, c'est à quel prix? Donc, ou bien il s'applique et il écrit pas si mal que ça, ou bien il écoute, il réfléchit à l'orthographe, il s'intéresse au son, il fait des liens, il mémorise, etc. Je suis désolée, mes médias sont toutes moches là, mais elles étaient belles avant, je le jure. On fait comme les enfants, hein. C'est pas moi, madame, c'est pas moi. Alors, donc vous voyez, et dans ce cas-là, le vrai problème, c'est pas qu'il écrive mal. Le vrai problème, c'est que le fait de lui mettre un crayon dans la main induit un échec dans des apprentissages où il aurait pu réussir si on l'avait libéré du graphisme manuel. Moi, c'est ça que je suis venue vous dire. Oh, mais oui, mais Madame Massot, il faudra quand même bien qu'il sache écrire plus tard. Oui, il écrira toujours, quand il a que ça à faire. Mais c'est vrai, il écrira gros, il écrira lent, il écrira bon. Et puis maintenant, même tous les papiers administratifs, le vrai problème, c'est au contraire d'apprendre aux gens à utiliser les ordinateurs. Je dis, arrêtons avec ça. Et pour l'instant, entre 4 et 16 ans, le problème, c'est pas qu'ils remplissent des papiers administratifs, c'est qu'ils apprennent à l'école, de façon à préserver son avenir. Donc, retirons son crayon de sa main. C'est ça que je suis venue vous dire. Même si ça n'a pas l'air si moche que ça. Et c'est pas... Il peut écrire son prénom derrière derrière un dessin, il peut écrire 3 phrases, il peut écrire sa lettre au Père Noël, il a le temps, il a que ça à faire, vous voyez? Il n'essaye pas d'apprendre quelque chose en même temps. Mais à l'école, pendant la dictée, ou à l'école, pendant... Non. Donc c'est ça que je suis venue vous dire. Alors là, l'idée, elle est encore pire. Je pense que ceux qui étaient là peut-être à la conférence d'Alain Pouet ont déjà vu cette courbe. Nous partageons une grande sympathie pour cette courbe. Qu'est-ce que ça montre? Je voudrais, là j'ai rien pour vous montrer. Je ne sais pas si je peux... Ça va? Oui? Voilà. Vraiment, c'est très important. C'est très simple, ça a l'air méchant comme ça, vous allez, même moi je la comprends, c'est pour vous dire, vous inquiétez pas. Ici, il y a le temps, donc l'âge de l'enfant. Et ici, son niveau de performance, en n'importe quoi. En course à pied, en lecture, et puis on va dire c'est le graphisme, parce que là on parle du graphisme. Mais si je vous parlais de la lecture, je vous parlerai de la même chose, hein, je vous montrerai exactement la même courbe. Alors, au début, c'est-à-dire au tout début, là, vous voyez le temps, là, il est tout bébé, là. Bah, sa performance, elle est quasi zéro. Il sait pas écrire, il sait pas prendre son crayon, etc. Et puis il commence là, il grandit, il a 18 mois, hein, par exemple, hein, et il commence à crabouiller. Bah, ça c'est la courbe d'évolution des enfants normaux. Et puis ça c'est la courbe d'évolution de notre petit dyspraxique. Bah, vous voyez que tant qu'il est là, moi je peux pas faire la différence entre les deux. Votre enfant dyspraxique, bah, il crabouille aussi. Voilà, tout le monde crabouille, on est content. Et puis, le petit enfant ordinaire qui crabouille pareil, petit à petit, il va commencer à dessiner, à faire des formes de plus en plus fines. Le nôtre aussi progresse, faites attention, bien sûr qu'il progresse. Arrêtons de me montrer, tu as mais Madame Massot, puis regardez ce qu'il faisait il y a 6 mois, bien sûr qu'il progresse. Mais pas à la même vitesse. Et donc, vous voyez qu'à partir de ce moment-là, moi, je vais pouvoir commencer, on va appeler ça T1, on va dire que si c'est un enfant dysgraphique, c'est entre 4 et 7-8 ans, hein, ça dépend des enfants, on va pouvoir commencer à faire le diagnostic. Ça dépend de quoi? Ben, ça dépend de l'intensité de la dysgraphie, hein. Ça dépend de la tolérance locale ou pas aussi, etc. Hein. Donc, on va pouvoir, là, vous voyez que sa courbe commence à s'éloigner de la courbe normale, qui est là en gris, hein. Ça va? Et donc, je vais pouvoir faire le diagnostic, le décalage à la norme se constitue, c'est bon. Et puis, je le regarde, on va dire, là, on va être en moyenne section, en grande section de maternelle, on va dire. Allez, il a 5 ans et demi, je fais le diagnostic.
Ça va? Et puis là, je le regarde, il a 7 ans et demi ou 8 ans. On est 2 ans plus tard. Allez, on est en CE1. Il a fait son CP, il a progressé, il a progressé, il a progressé. Et je le regarde ici. Ben, qu'est-ce que je vois? Sa performance par rapport à la performance ici. Il avait ce niveau de performance-là. Et ici, maintenant, il a tout ce niveau de performance-là. Il a plus que doublé sa performance. Donc, il a progressé. Et en même temps, vous voyez qu'ici, il n'était pas si loin que ça de la norme. Et vous voyez que l'écart à la norme, à ce que font tous les autres enfants de sa classe, à ce qui est demandé à tous, légitimement, ce qui est demandé légitimement à tous les autres enfants, vous voyez qu'il s'est éloigné de la norme. Alors, je ne suis pas venue pour vous désespérer, vous inquiétez pas, nous avons la solution. Mais, j'insiste là-dessus, parce que ne faisons pas perdre trop de temps aux enfants et ne nous leurrons pas sur ça, il fait des progrès, il fait des progrès, il fait des progrès. Ce qui nous importe, c'est pas tellement qu'il écrive mieux ou moins mal, un peu moins mal, un peu plus... C'est qu'il puisse aller avec son crayon, écrire à l'école pour apprendre. Avoir des écrits qui lui servent à apprendre à l'école. C'est ça l'objectif de l'écriture. Ce n'est pas de faire des pleins et des déliés, on n'a pas une école de la calligraphie. Hein. Donc vous voyez ce que je suis en train de vous dire. La question n'est donc pas fait-il des progrès? Ils en font tous, tout le temps, dyspraxique ou pas dyspraxique. La vraie question, c'est à quoi servent ces progrès? Et faisons attention de ne pas proposer aux enfants des rééducations dans lesquelles ils s'investissent beaucoup. Ils en espèrent beaucoup parce qu'ils sont petits, ils ne savent pas. Ils se disent, bah, si je m'applique bien, que je fais tout comme on dit, ils pensent que ça va le faire. Et ça ne le fait pas. Et ça ne le fera jamais. C'est ça le problème de ces diagnostics de dyspraxie. Donc, vous allez voir. Donc la dysgraphie compromet gravement l'ensemble de la scolarité du fait de la lenteur et du fait donc de cet effet doubletage que pendant qu'il écrit, il ne peut plus réfléchir. Plus l'enfant écrit, moins il comprend, moins il apprend. Et donc ce qui est urgent, c'est de dispenser l'enfant du graphisme manuel. Alors dessous, là, c'est bien, je sais pas si j'ai pas mis du tout mes animations comme je voulais. Dessous, il y avait écrit photocopie. Il n'est peut-être pas obligé de recopier la récitation, on peut peut-être lui donner, vous voyez, on peut lui donner la photocopie. Il peut répondre par vrai-faux. Il peut faire le petit contrôle minute qu'on fait à tout le monde. Peut peut-être le faire. Allez hop, toi tu viens à côté de moi, puis il le fait oralement avec la maîtresse, etc., etc. Et donc pour le reste, moi j'ai écrit ici le cartable fantastique. Je pense que tout le monde connaît le cartable fantastique. J'oserais pas dire qu'il ne connaît pas le cartable fantastique, parce que bon. Donc tout le monde connaît 3W, le cartable fantastique en un seul mot. Pourquoi je vous fais la pub? Je n'ai pas, bien sûr, il n'y a pas de conflit d'intérêt, j'ai pas d'intérêt particulier. Parce que ça évite de réinventer la brouette. Tout est déjà réécrit et reformaté pour ce type d'enfant. Donc c'est pas la peine de tout refaire. Et donc il va falloir, c'est magnifique, proposer une compensation fonctionnelle qui va donner de l'autonomie à l'enfant, ça s'appelle un ordinateur. Alors, dans les petites classes, on peut faire un peu avec un iPad, mais c'est pas très facile. Mais sinon, c'est un ordinateur, ou alors un ordinateur, sinon un ordinateur. Alors, le gros avantage de l'ordinateur, c'est qu'actuellement, c'est un matériel d'une banalité effrayante. Il y en a à la maison, tout le monde, ceux qui n'ont pas d'ordinateur ont une tablette, ceux qui n'ont pas une tablette ont un iPad, ceux qui n'ont pas voilà, tout le monde a vu un écran, tout le monde sait cliquer, tout le monde sait faire des trucs, voilà. Donc c'est formidable parce que tout le monde s'en sert partout, tout le temps. C'est même devenu une pathologie, on a parlé d'innumérisme, hein, pour quelques personnes qui seraient du quart-monde et qui ne sauraient pas s'en servir. Donc évidemment, puisque c'est partout, il y a aussi, bien sûr, des plans numériques, je ne les compte plus, hein, les plans numériques à l'éducation nationale, parce que comme je suis très vieille, j'en ai connu peut-être une vingtaine, je pense. Et donc, il y a toujours ce souci au niveau de l'éducation nationale, permanent, de favoriser pour tous l'introduction du numérique à l'école. Alors, pour tous, j'en sais rien, mais enfin, pour les petits dyspraxiques, c'est absolument indispensable. Voilà. Donc ça, c'est simple, clair, et voilà.
Alors, je vous donne Mais qu'est-ce que c'est ça, mon Dieu? Alors, l'ordinateur, là aussi, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le travail, là, c'est quand même un peu, pas compliqué, pas facile à voir. Parce que c'est trop petit, oui, c'est pour que vous ne voyez pas les prénoms. Hein. Là, c'est le même enfant que tout à l'heure qui avait 4,5 sur 20. Donc, maintenant, il a 17 sur 20, très bien. Je ne sais pas si j'ai écrit en gros. Voilà, très bien. Ton texte est cohérent et répond au sujet, le vocabulaire est riche. La perturbation, c'est un truc qui était dans le texte, hein, est à préciser, voilà. Plus la première action. Donc voilà ce qu'a écrit, et donc cette fois-ci, il a 17 sur 20. Et vous voyez que c'est écrit avec un ordinateur. Évidemment, le problème, c'est pas faire les pleins et les déliés avec sa petite main, c'est de savoir comment on réfléchit, comment on pense, comment on met les choses en ordre dans sa tête, etc. Alors... excusez-moi, mais il y a aussi tout un apprentissage avec l'ordinateur à faire. Derrière, il y a du travail, hein. Il n'y a pas que l'ordinateur. On va continuer. Je vais peut-être finir vite, mais je vais... Voilà. Deuxièmement, le regard et la lecture. Donc, on est toujours dans les problèmes des enfants dyspraxiques. Mais le fait qu'il y ait un apprentissage, c'est pareil, c'est comme quand on me dit, mais c'est compliqué de trouver un médecin pour faire la synthèse. Oui, mais déjà, il faut savoir qu'il faut en chercher. Là, c'est pareil, oui, c'est compliqué de faire l'apprentissage. Encore que ça dépend des enfants, ça dépend du type de dyspraxie, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, il faut savoir que ce qu'il nous faut, c'est un ordinateur, de toute façon. Voilà, après, donc il y a d'autres choses qui vont suivre, bien sûr. Hein. Donc, alors, maintenant, je voudrais vous parler des yeux. Vous allez voir qu'il y a un lien, en fait. Évidemment. C'est pas par hasard. Il y a la lecture, mais il y a aussi la lecture du clavier et la lecture sur l'écran de l'ordinateur. Donc, on va voir ça. Donc, en fait, le vrai problème, c'est que les yeux ne sont pas simplement un appareil photo, mais c'est des caméras. Ça bouge. S'il y a du mouvement, ça veut dire que ça va. Je voudrais vous montrer quelque chose qui est un travail de recherche, mais je trouve que c'est intéressant qu'on vous montre des choses qui changent un petit peu quand même de ce qu'on vous dit habituellement, qui n'a pas du tout été fait pour montrer les yeux. C'est à Neurospin, donc le laboratoire de Stanislas Dehaene, hein, c'est pour ceux qui en ont entendu parler. Il présente à des enfants ordinaires et des enfants dyspraxiques ce qu'on appelle une ligne numérique. C'est une ligne comme ça, en fait elle est très longue, hein, là c'est juste pour vous l'illustrer, hein, c'est une grande ligne. D'un côté il y a écrit 0, de l'autre côté il y a écrit 100, au milieu il y a écrit 50. Puis il y a des petites barres, et on demande à l'enfant où est-ce que tu placerais 17, où est-ce que tu placerais 55, où est-ce que tu placerais 98, vous voyez l'idée? Bon. Alors évidemment c'est long, et ils se sont dit, oh, au lieu de leur faire juste pointer du doigt, on va s'assurer de où ils regardent bien là où ils pointent du doigt, qu'ils ne soient pas là à faire n'importe quoi. Vous voyez l'idée? Alors, ils ont enregistré les mouvements du regard des enfants. Et il se trouve que donc il y avait des dyspraxiques et des non-dyspraxiques. Ici, ce sont des enfants contrôle, on appelle, c'est-à-dire normaux, ordinaires, standards. Et là, les enfants dyspraxiques. Les petits points, c'est là où les enfants posent leurs yeux. Et les lignes, c'est chaque fois que leur caméra des yeux bouge. Vous suivez l'idée? On voit qu'un enfant ordinaire, là j'imagine par exemple que le nombre ça devait être 98, hein, vous voyez, près de 100, voilà la ligne 0. On voit très bien que l'enfant il regarde le 0, le 1, il revient au 50 pour évaluer un petit peu l'affaire, vous voyez, il fait plein d'allers-retours hein, avec ses yeux quand même. Et puis il se fixe ici sur le 98, ça va? Et puis là c'est les petits dyspraxiques. Je ne sais pas si j'ai besoin de beaucoup commenter, pour que vous voyez qu'il y a quand même un petit truc qui n'est pas tout à fait pareil. Ça part dans tous les sens avec les yeux. Ils font beaucoup plus de mouvements avec les yeux et ça part dans tous les sens. Et maintenant, je vais vous montrer les uns derrière les autres. Ça, c'est un enfant dyspraxique et ce qu'on appelle son contrôle, c'est-à-dire un enfant du même âge, du même niveau intellectuel, du même niveau socio-culturel, qui est dans la même classe, qui a le même QI, etc. Vous voyez? Alors, on continue. Toujours ici, l'enfant ordinaire, l'enfant dyspraxique. Non, mais vous voyez la même chose que moi quand même. Ça n'a pas été fait pour, mais bon. Et attendez, tiens, il y en a un rigolo, entre guillemets, parce que celui-là, il était venu pour faire contrôle. Et ben c'est à partir de là, on a dit, bah tiens, si on avait un petit Milan. Et voilà, il s'est révélé, il dit, voilà, c'est amusant, enfin entre guillemets, parce que pour lui, en tout cas, ça peut. Mais vous, enfin écoutez, il me semble que quand même ça parle tout seul, moi je sais pas, voilà. Bon, donc, hop. Tout ça pour vous dire que c'est pas... Oh là là.
que c'est pas une idée, que les enfants dyspraxiques ne font pas plus d'erreurs pour évaluer les nombres, hein, ils se débrouillent très bien, ils savent où est 98, où est 17, etc. Mais leurs mouvements oculaires pour arriver sur la cible précisément, bah justement, ils ne sont pas précis. Et ils font beaucoup plus de mouvements oculaires et beaucoup plus imprécis. Et bien ça va avoir un impact terrible dans la lecture, figurez-vous. Alors il y en a qui vont s'en dépatouiller, parce que c'est pas trop grave, il y en a, vous avez vu qu'il y en a qui étaient qui avaient moins de problèmes avec leurs yeux que d'autres, tous en ont. Mais plus ou moins, et il y en a qui ont énormément de problèmes avec leurs yeux, et dans la lecture, ça ne va pas le faire. Je vous montre un petit garçon, ça c'est Johan. Alors, vous voyez toujours pareil, les points rouges, c'est là où il a posé ses yeux, hein, et les traits, c'est comment ses caméras ont bougé. Ouais. Et bien, vous voyez tout de suite deux choses. Oh, c'est pas possible. Bon, d'accord. Vous voyez que ici, dans le tout début là, des lignes, il y a très peu de... Il y a très peu de... il n'a pas posé ses yeux du tout ici. Et vous voyez qu'ici, il n'a pas du tout posé ses yeux, il a sauté deux lignes. Ça ne va pas l'aider hein, pour la compréhension de texte. Hein. Ça ne va pas l'aider du tout. Hein. Donc ce n'est pas parce qu'il lit peu qu'il lit mal, comme on entend souvent dire « Ah ben s'il lisait plus, ça irait mieux ». Ben non. C'est l'inverse. C'est parce que d'abord il s'épuise avec tous ces mouvements des yeux là. Et en plus, il ne comprend pas ce qu'il lit au bout du compte. Parce que vous avez vu comment il ne revient pas au début de la ligne, il saute deux lignes, enfin bon. Hein, et c'est parce que ses yeux sont mal dirigés par son cerveau de dyspraxique qu'il lit peu, qu'il lit mal, qu'il a une compréhension qui est approximative. Et qu'il a du mal à mémoriser visuellement l'orthographe des mots. Donc vous voyez qu'après, il peut se présenter un peu comme un dyslexique dysorthographique. On peut dire il lit mal, puis il a une mauvaise orthographe, il ne faudrait pas se tromper là. Donc cette dyslexie, entre guillemets, visuelle, peut être le motif de consultation aux alentours de 8-10 ans. Hein, pour des enfants qui ont surtout des problèmes avec leurs yeux, par exemple des gros problèmes avec leurs yeux, et pas tellement avec leurs mains, ça arrive. Il y en a qui ont des problèmes partout, il y en a qui ont des problèmes surtout avec leurs mains, d'autres surtout avec leurs yeux, etc. Voilà. Donc, que proposer? Bah, d'abord, toujours la même chose. Si l'enfant lit mal ou se fatigue en lisant, c'est à nous, les adultes, de lui lire des trucs. Voilà. Aménager les textes, visuellement. Il ne faut pas qu'il y en ait plein partout avec des dessins, des machins, des trucs, des petites bulles qui vont dans tous les sens. Ça, c'est pas possible pour les enfants de dyspraxie. Il leur faut quelque chose de très épuré, une police très épurée, un espacement des lignes, des lettres, des interlignes, etc. J'ai remis le cartable fantastique parce que c'est tout prêt. Donc c'est pas la peine de tout réinventer. Tout ça est fait, ne vous fatiguez pas à réinventer la brouette, c'est tout prêt. Et c'est agréé éducation nationale, hein, le cartable fantastique, j'insiste. Orthoptie, est-ce qu'il y a des orthoptistes dans la salle? Non, mais bon, c'est normal. Hein, donc vous savez que pour certains de vos enfants, on a demandé des bilans orthoptiques, ils ont une rééducation orthoptique. Ça ne va pas les guérir, mais ça peut les aider un peu. Les livres audio, bien sûr. Donc ça veut dire que dès le début de l'année, l'enseignant doit être informé de façon à ce qu'il choisisse parmi la liste de livres de son année, ceux qui aussi existent en livre audio, tant qu'à faire. Et puis mise en place toujours d'un palliatif fonctionnel qui donnerait une bonne autonomie à l'enfant. Et puisqu'il a un ordinateur déjà pour écrire, ça tombe bien, il va aussi avoir le scanner lecteur. Hein. En général, vous savez, c'est une petite souris, hein. C'est une petite souris scanner qui est reliée à l'ordinateur, il a un casque qui s'entend lire le texte. C'est très important, c'est urgent dès la fin du primaire, hein. J'insiste là-dessus, n'attendez pas, c'est urgent dès la fin du primaire, il faut que l'enfant soit à l'aise avec ça pour rentrer au collège. Vraiment, hein. Quel est le gros intérêt aussi de ce matériel? C'est que ça lui permet, imaginez, moi, des fois on me dit, mais il n'a pas besoin... Moi, s'il y a un petit paragraphe ou un problème, je le lis à haute voix. Mais quand un enfant lit un problème, il revient 2 fois, 3 fois sur tel ou tel élément. Ah, on m'a dit 6, mais c'est quoi? C'est 6 fleurs, c'est 6 euros, c'est 6... voyez? On revient au texte plusieurs fois. Il ne suffit pas de le lire une fois, puis crac, on fait son truc, c'est pas vrai. Donc, quand il a cette petite souris, là, qui est, je sais pas, c'est plus petit que ça, hein, qui fait scanner, eh ben, il s'entend lire,
il peut revenir 3 fois sur le prix en euros ou pas du tout, ou je sais pas quoi. Donc vous voyez, donc ça lui donne une très bonne autonomie et il a besoin évidemment d'apprendre à s'en servir comme tous les matériels. Ils doivent apprendre à s'en servir avant d'y être vraiment performants. Alors l'espace et le calcul, juste pour vous montrer ce que c'est l'espace. Hein, l'espace c'est où se trouve quelque chose par rapport à autre chose, ou bien l'espace c'est voir comment les choses sont orientées hein, les unes par rapport aux autres. Vous voyez les illustrations que je vous ai faites. Donc ça c'est... Donc les enfants sont gênés pour compter. Là il fallait compter des ronds. Vous ne voyez pas, ils sont dessous. Mais bon... Le problème, c'est que le regard de l'enfant part dans tous les sens, donc il compte plusieurs fois le même truc et il en oublie d'autres. Hein. Il a des problèmes avec la numération arabe, parce que la numération ado-arabe est une numération dite de position, c'est-à-dire spatiale. Hein. Il ne faut pas mélanger 7 et 17, il ne faut pas mélanger non plus 107 et 17, sous prétexte que le 0 ne compte pas. Vous voyez voilà. Donc ça, c'est très compliqué. Parce que pour ces enfants-là, repérer la position d'un chiffre dans le nombre, ça peut être l'enfer pour certains. Pas tous, mais beaucoup. Faites attention, pas tous. Ça va? Alors là, je vous montre... J'aime beaucoup celui-là, quand même, pour vous illustrer. Voilà, ça, c'est un enfant qui a 12 ans, il est en 6e. Il est un peu en retard, bien sûr. Et donc, on lui dit, tu achètes 5 pains à 1,20 €, quelle est ta dépense? Ben, il dit, c'est 1,20 € multiplié par 5. Donc, il a très bien compris, ouais. C'est pas très compliqué. Et il dit 5 fois 0, 0. 5 fois 2, 10, je pose le 0, je retiens 1. 5 fois 1, 5, 1, 6. Il y a 2 chiffres du côté du drapeau. Donc je mets 1, 2, virgule ici. C'est pas tout à fait ça, mais on va voir ça un peu plus. Bon. Alors lui-même, je lui dis, mais combien tu trouves là? Oh, ben non, ça va pas. Je comprends pas, pourtant il faut bien faire 1,20 multiplie 5. Je dis, ah, bon, c'est l'enfer. Là, j'aime beaucoup celui-là aussi. Là, on lui dicte 19 plus 325. Donc vous voyez déjà le graphisme qui est moche. Il tire le trait égal. Eh bien, figurez-vous que cet enfant-là, il trouve le résultat en calcul mental. Il regarde plus sa feuille, il me regarde, il fait 344. Et il écrit 344 sous la feuille. Non mais c'est intéressant parce que qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ils ont des capacités. Faut pas regarder que ce qu'ils font pas. Ils font aussi plein de trucs géniaux. Celui-là, il est trop mignon aussi. Il a 11 ans, il est en CM2, sous la menace d'un redoublement. C'est un enfant très doué. Et il dit 6 x 4, 24. Je pose le 4 et je retiens 2. 6 x 1, 6 et 2, 8. Je tire un trait. Pourquoi tu tires un trait, Augustin? Oh, il y a des traits, je ne sais pas toujours où, mais... Bon. D'accord, ok. Vous remarquerez que ses yeux ne se sont pas posés, c'est lui qui a écrit l'opération pourtant. Hein. Ses yeux n'ont pas été jusque-là. On continue. 3 x 4, 12, je pose le 2. Regardez où il pose le 2. Quand on dit où, c'est du spatial. C'est simple, c'est pas compliqué. 3 x 4, 12, je pose 2, je retiens 1. 3 x 5, 15 et 1, 16. Et cette fois-ci, ses yeux ne se sont pas posés sur le 1. Donc évidemment, 4 et 2, 6. 6 et rien, 6. 8 et 1, 9, 966. Ça ne va pas le faire non plus. Est-ce que vous voyez que là, il s'agit de quelque chose de très particulier? Alors, la géométrie, bien sûr, c'est l'enfer, hein, parce que la géométrie, ça demande, là on comprend, ça demande du graphisme, ça demande d'utiliser du matériel, comme une règle, un compas, et de l'espace. Donc ça, c'est pas... Alors, ce que je voulais vous dire à propos de ça, c'est qu'il s'agit de dyscalculie qu'on appelle spatiale, faites bien attention, pour lesquelles les enfants n'ont pas besoin de rééducation logico-mathématique. Ils ont besoin qu'on fasse autre chose. D'accord? La prise en charge, c'est un peu la rééducation spatiale, et puis beaucoup d'aide avec les couleurs, des logiciels de pose d'opération, des logiciels de géométrie, etc. Conclusion, vous êtes presque sauvés. Excusez-moi, j'ai un petit peu débordé, mais pas beaucoup. La dyspraxie, c'est un trouble du geste et de l'espace. Ça gêne les enfants, pas seulement à l'école, dans les apprentissages, mais aussi
Vous le voyez dans le sport, c'est ce que j'ai voulu mettre là. C'est pas des enfants qui vont faire du violon. Il faut pas vouloir, vous voyez, ça va pas le faire ça. Hein? Mais aussi dans tout. Tout a l'air toujours sale, mal fichu, brouillon, ils s'y retrouvent pas, c'est toujours... On a toujours l'impression que c'est bâclé, que c'est ni fait ni à faire, etc. Et vous voyez bien aussi que c'est pas à partir de travaux comme ça qu'ils vont apprendre quelque chose. Donc il va falloir leur donner des outils, effectivement, des outils dont ils devront apprendre à se servir, et des outils valides qui leur permettent de contourner ces troubles, de compenser ces troubles, c'est la loi, ça tombe bien, la loi elle parle de compensation, de compenser ces troubles de façon à leur permettre de mettre en évidence toutes leurs capacités sur le plan du langage, de l'intelligence, du raisonnement et de la mémoire. Donc, c'est des enfants qui ont des problèmes en graphisme, en calcul, pas tous, ils n'ont pas tous tout, hein, faites attention, il y en a qui n'ont pas tout. Ils sont en situation de double tâche, ils sont épuisés, ils sont lents. Le tout chez des enfants intelligents, qui ont des bonnes mémoires, qui raisonnent bien, qui parlent bien. Un enfant, ça c'est le sigle du cartable fantastique. On peut être un enfant dyspraxique et un élève compétent. Le tout c'est d'être bien équipé. Alors ils peuvent faire plein de choses quand ils ont réussi leur scolarité. Ils ont un avenir. Tout à fait. La semaine dernière, j'ai eu un petit mail d'un... Bon, alors j'ai un peu honte parce que je l'ai connu, il avait 4 ans, alors bon, maintenant il en a 26. Mais il m'a fait un petit mail très gentil, parce que c'est un enfant qui avait vraiment... Le mot dyspraxie, je sais pas, c'était tellement massif, c'était terrible. Et il est en train de finir à Lyon son Master 2 de juriste. Il a fait une scolarité entièrement sans lire et sans écrire. Un enfant très intelligent, sans lire avec lui-même. Il se faisait lire par le matériel, bien sûr, et sans écrire avec sa petite main. Il écrit, bien sûr, à l'ordinateur. Et en plus, il fait de la dictée à l'ordinateur. Donc voilà, ne pas se focaliser uniquement sur les difficultés, préparer le parcours scolaire en fonction de ses points forts. L'intelligence, le raisonnement, les connaissances générales, le langage oral, les mémoires. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer et il ne faut pas lâcher là-dessus. Hein? La vie quotidienne, il y a aussi l'habillage, mais c'est aussi à l'école. À l'école, il faut aussi mettre son manteau plusieurs fois par jour pour la récré, l'enlever, etc. On fait du sport, on se déshabille, on va à la piscine, on se rhabille à moitié mouillé, je ne vous raconte pas. Les repas, c'est aussi la cantine, etc. Les toilettes, c'est ce que je l'ai dit, hein. Les enfants qui ont un mal de chien, à se laver les mains, à se moucher, etc. C'est pas toujours facile pour eux. Et bien sûr, toutes les activités sportives, ce qui peut être très douloureux pour les garçons, puisque vous savez bien que dans les cours de récréation, les petits garçons, même si on a beau dire, il ne faut pas que ce soit genré, ils jouent à ce qu'ils veulent et ils veulent jouer au football ou au football ou au football. Et donc, ils n'ont pas tellement envie de choisir dans leur équipe notre petit garçon dyspraxique. Hein. Donc, il faut choisir des loisirs, faites bien attention. Quelquefois, les parents, je comprends, veulent allier l'utile à l'agréable. Il va faire du judo, ou il va faire, je sais pas, la petite fille va faire de la danse ou du piano, ça va délier ses doigts, je ne sais quoi. Je crois que vraiment il faut arrêter. Si c'est de l'utile, ça ne sera pas de l'agréable. Donc il y a des rééducations, oui. Les loisirs, il faut vraiment que l'enfant se sente en réussite, vraiment en compétition positive avec ses copains du même âge. Il faut vraiment que là, il puisse s'épanouir. Et qu'enfin, c'est ça qui va lui permettre de se sentir, d'avoir une bonne estime de lui, d'avoir confiance dans l'avenir et d'avoir du plaisir et d'envisager l'avenir. Alors, une micro-bibliographie. Donc, moi, je fais la pub. Là, conflit d'intérêts. Parce que je suis auteur, avec d'autres, de l'enfant dyspraxique et les apprentissages. Oui, ma fortune n'est pas liée à ce... Non, mais quand même, il y a conflit d'intérêts. Ce livre est destiné en priorité aux professionnels, en particulier les ergothérapeutes, mais pas que. Beaucoup de parents m'ont dit que c'était très lisible. Ça, vous le savez, c'est destiné aux enfants. Ça, c'est le livre de Caroline Huron, qui est à la fois chercheuse à Neurospin. Bien sûr, elle fait des recherches sur la dyspraxie, psychiatre et maman d'enfants dyspraxiques. Elle sait de quoi elle parle. C'est un très très joli livre. Ce petit livre chez Tom Pouce, Enfants dyspraxiques, concrètement que faire, qui est très très bien. Conflit d'intérêts, j'y ai participé, mais bon, bénévolement. Ça, c'est plutôt pour les professionnels. Est-ce qu'il y a des professionnels dans la salle?
Ah, alors ça, écoutez, vraiment, bon, ça c'est la Bible, hein, vous connaissez la Bible forcément, en toute modestie. Le 3e épisode de conduite du bilan neuropsychologique chez l'enfant, le numéro 151 d'Anaé qui est consacré à la scolarité de l'enfant dyspraxique, donc c'est exactement ce dont on parle aujourd'hui. Et puis un livre, alors un petit peu plus difficile pour les professionnels, mais qui sont des cas, des études de cas. Donc là, il faut prendre un crabe-papier, un crayon, donc avec la complexité habituelle des vraies vies. Et puis quand même là, ça c'est pour les parents et c'est pour tout le monde. Ces 2 petits livres-là, on en parlait dans la voiture, ces 2 petits livres vraiment grand public qui ne parlent pas du tout des 10 machins, qui disent comment le cerveau de l'enfant se construit, comment se développent les fonctions intellectuelles chez l'enfant ordinaire. Et je pense que quand on comprend ça, eh ben on comprend tout sur les 10 machins. Et je pense que c'était destiné au grand public. Donc ici, c'est le développement cognitif de 0 à 6 ans, et ici de 6 à 8 ans. C'est la suite. Hein. Et je pense que beaucoup de professionnels de la petite enfance, auxquels on fait des tas de cours sur les 10, les machins et tout, il leur manque quelquefois ce socle, qui est déjà de savoir comment ça fonctionne là-haut, comment ça se développe les bébés normalement. Voilà. Alors des associations évidemment que vous connaissez, pour plus là bien sûr AP10 évidemment 66, le site du cartable fantastique. Pour les enseignants, je mets toujours ça parce que les enseignants ont toujours l'impression qu'on leur demande des trucs. Oui, mais enfin est-ce que c'est vraiment ma mission? Est-ce que ben oui, c'est écrit partout. Le portail du numérique pour les enseignants, enseigner avec le numérique. Et du scol.éducation, ils expliquent très bien qu'est-ce qu'on doit faire, ça va être dyspraxique, TDAH, machin, etc. C'est pas si mal fait que ça. Et puis, pour tout le monde, ce site Mon cerveau à l'école, qui est très bien fait et aussi très intéressant. 2 petits livres, alors là, il y en a un qui s'appelle Merci la pour les enseignants. Des petits livres belges, des Belges qui travaillent très très bien. Ce petit livre-là, Merci la dyspraxie. Pourquoi ça s'appelle Merci? C'est quand même un peu de la provoque. Parce que les enseignants qui font ce qui est écrit dans ce livre, c'est un petit fascicule, hein, eh bien, ils se rendent compte que ça aide le petit dyspraxique de leur classe, mais ça en aide aussi 3-4 autres dans la classe, qui sont pas dyspraxiques, mais qui étaient un peu à la traîne, et qui du coup se sentent revivre, et mais absolument. Hein. Donc j'ai mis les 2, là, il y a le même pour la dyslexie, mais c'est des petits livres, là, voilà, qui sont plutôt destinés aux enseignants. Vous êtes presque sauvés. Oh là là, mais alors, Et donc on a un petit temps maintenant pour les questions. Je ne sais pas, il est très important. Parce que débordé, je suis un petit peu débordée quand même. Je vous prie de m'excuser, je sais que vos soirées sont longues.